Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement derrière votre lucarne. Joyeuse bienvenue à vous dans cette édition d'information. Au sommaire de cette édition, le marathon budgétaire pour l'année 2023 se poursuit à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en l'occurrence Moussa Baldé, a défendu son budget face aux députés ce dimanche. Journée mondiale de la jeunesse 2022, l'archevêque de Dakar, Benjamin Ndiaye, a présidé la messe solennelle devant un peu plus de 20 000 jeunes à Dakar Arena, venus exprimer leur amour et leur détermination dans la vie catholique. Enfin, le directeur général de l'Agence au développement local enchaîne les tournées à l'intérieur du pays. Abdoulaye Ndao a rencontré le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal à Bakel dans le cadre justement du schéma d'aménagement transfrontalier intégré. Les pages internationales et sportives mettront fin à cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, dans le cadre du marathon budgétaire pour l'année 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Moussa Baldé, a fait face aux parlementaires ce dimanche pour défendre son projet de budget. Nous suivons le ministre Moussa Baldé. Adéquation, formation, emploi. C'est un problème. Et l'idée du président Macky Sall de mettre en place ces instituts supérieur d'enseignement professionnel est en train de révolutionner notre formation professionnelle. J'ai rencontré le directeur de la RTS qui m'a dit que depuis qu'il y a l'ISEP, je pense, de Thiès, ils n'ont plus de problème de monteurs. Ils ont régulièrement des gens super bien formés qui viennent et qui sont recrutés directement pour faire le job. Avant, ils étaient obligés de les former sur place. Donc c'est ça aussi les ISEP. Et on me dit peut-être qu'il faut les mettre à l'université, mais je pense que c'est bien que les ISEP soient indépendants. Ça leur permet d'être à l'abri des soubresauts que nous avons dans nos grandes universités ou d'être phagocytés. Je pense que c'est un modèle qui est bien, qui est cohérent, où les étudiants, on les forme par métier. Et si le métier, il n'arrive plus à s'insérer pour un métier donné, on ferme cette formation, on ouvre une autre. On a par exemple les ISEP à vocation agricole à Richard-Toll, à Bignona. On a des ISEP à vocation technologique à Diamniadio. L'idée, c'est d'avoir un ISEP par région et nous sommes en train d'y travailler. On a un programme pour ça avec la Banque mondiale et nous pensons que nous pouvons le réaliser très rapidement. Justement, parlant de ce projet de budget du ministère de l'Enseignement supérieur, il est arrêté à plus de 334 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2023, les crédits attribués au programme de l'éducation s'élèvent à 174 milliards 323 millions 267 460 francs en autorisation d'engagement et 148 milliards 823 millions 267 460 francs en crédit de paiement. Aussi pour l'exercice 2023, les crédits alloués aux œuvres sociales universitaires sont estimés à 154 milliards 485 millions 073 587 francs en autorisation d'engagement, tandis que les crédits de paiement sont arrêtés à 107 milliards 953 millions 073 587 francs CFA. L'honorable député Souleymane Ndoye a profité de son temps de parole au pupitre de l'Assemblée nationale pour saluer les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal de 2012 à nos jours. Il est revenu sur la création d'ICEP et d'IVS entendez par là l'Université virtuelle du Sénégal, mais également sur les performances des universités dans les concours internationaux. Pour toutes ces raisons, l'honorable député Souleymane Ndoye estime que Macky Sall est le ballon d'or des réformes universitaire. Le président Macky Sall aussi, c'est la création des ICEP. 5 sont déjà fonctionnels et 8 en gestation. Avec le président Macky Sall, c'est aussi l'artisan du projet Un étudiant, un ordinateur, dans le sillage de l'université virtuelle, avec ses espaces numériques ouverts, dont 17 sont déjà construits, avant même que le monde ne réalise que l'enseignement à distance est imposé comme l'avenir de diffusion des connaissances. Je pourrais continuer à parler des résultats du président Macky Sall
dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais les faits sont éloquents. Les faits, c'est la brillante victoire d'une doctorante de l'UGB au concours ma thèse de 180 secondes. C'est également le résultat extraordinaire de 68 admis sur 70 au concours d'agrégation en sciences de la santé avec 25 majors ainsi que le major des majors. Je ne saurais terminer sans parler du classement de l'Université Cheikh Anta Diop comme première université d'Afrique francophone. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation également, les actions du président Macky Sall sont visibles, surtout le lancement d'un projet spatial au Sénégal. Je pourrais continuer à lister tous les programmes dans le domaine de la recherche et autres mesures d'accompagnement des étudiants pour vous dire en résumé que le président Macky Sall est le ballon d'or des réformes universitaires. Je voudrais, avant de terminer, féliciter Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Votre parfaite maîtrise de vos sujets, Monsieur le ministre, vous faites notre fierté. Ça, je vous le dis les yeux dans les yeux, pour avoir été avec vous ici depuis 2012. Vous faites la fierté de ce pays, sur les sujets budgétaires surtout. Ainsi, je peux vous assurer que nous voterons ce budget sans état d'âme, car il y va de l'avenir de notre pays. Quant au député Yaye Awa Ndiagne, elle n'a pas voulu voter ce budget du ministère de l'Enseignement supérieur pour cause, dit-elle, l'Université orientale de Tambacounda ne figure pas dans le plan du ministre. Elle déplore les lenteurs dans ce projet, ne suivant l'honorable député Ndiagne. Nous n'avons pas voulu voter le budget de l'enseignement supérieur. Nous nous sommes abstenus tout simplement parce que dans son budget, il n'y figurait pas l'université de Tambacounda, de Sénégal oriental. Alors depuis lors, en 2014, ils sont venus, le ministre est venu pour un CRD et la pose de la première pierre pour l'université de Tambacounda, du Sénégal oriental. Et après, ils ont fait la clôture de l'espace qui doit abriter l'université du Sénégal oriental. Et à nos jours, ça n'avance pas. Et vous savez très bien que Tamba-Dakar, ça fait 476 km. Nous avons nos enfants qui abandonnent après les études, après le bac, parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de survivre. Ils n'ont pas les moyens de continuer les études. Et ça, c'est un problème récurrent. Alors, nous avons posé le problème. C'est vrai que le président en a parlé en conseil des ministres il y a un mois. Mais pour nous rassurer, j'ai dit au ministre de nous dire ici, maintenant, à quand le démarrage des travaux de l'Université du Sénégal oriental. Parce que, autant je le dis, autant la baisse des prix des denrées alimentaires est une chose que les gens demandent, autant peut-être que ça nous concerne nous. Le deuxième quinquennat du président de la République est une demande sociale, mais autant l'Université du Sénégal oriental est une demande sociale. Pas pour Tambacounda seulement, parce que je leur ai dit, de Kolda, de Kolda, Vélingara, Tamba, Koungheul jusqu'à même Kaolack, l'Université de Tambacounda peut prendre en charge les élèves les étudiants qui sont là-bas. Pour la Journée mondiale de la jeunesse 2022, plus de 20 000 jeunes ont accueilli l'archevêque Benjamin Ndiaye, venu à Dakar Arena pour présider justement la messe solennelle. Les jeunes ont montré leur amour et leur détermination dans la vie catholique et à l'archevêque d'annoncer que Marie est donnée pour nous. Nous suivons Monseigneur Benjamin Ndiaye. Quand est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. Cette femme exceptionnelle, Marie de Nazareth, choisie entre toutes les femmes, est la nouvelle Ève qui, à l'opposé de la première, a dit oui au Seigneur dans l'obéissance de la foi. Elle a donné naissance au Sauveur du monde. Elle l'a suivi en disciple fidèle jusqu'au pied de la croix, où Jésus lui confie une nouvelle mission, une nouvelle maternité envers le disciple bien-aimé qui nous représente tous. Femme, voici ton fils, lui dit Jésus. Et à l'adresse de ce disciple bien-aimé pour nous, il y a ce magnifique testament de la croix. Voici ta mère. Un testament à recevoir comme le disciple bien-aimé.
En effet, à partir de ce moment-là, le disciple prie Marie chez lui. Prenons Marie chez nous, accueillons-la dans nos vies, dans nos préoccupations, dans nos soucis. Hier soir, à la veillée à Saint-Dominique, les étudiants ont fait part des défis auxquels ils doivent répondre aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas seuls pour répondre à ces défis. La mère de notre Sauveur vous accompagne. Je vous le disais également dans le sommaire, dans le cadre de leur tournée depuis leur prise de fonction, le directeur général de l'Agence au développement local, en l'occurrence Abdoulaye Ndao, et son équipe sont allés rencontrer les populations de Bakel sur instruction bien sûr du ministre Mamadou Talla. C'est à l'occasion de la vulgarisation du schéma d'aménagement transfrontalier intégré avec le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Nous suivons le directeur général de l'ADL. Nous sommes aujourd'hui à Bakel dans le cadre de notre tournée depuis notre prise de fonction pour un peu aller rencontrer les populations comme nous l'a instruit, nous l'a demandé notre ministre de tutelle, Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement territorial. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et très contents de venir ici rencontrer le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, à l'occasion de la vulgarisation du SATI, un schéma d'aménagement transfrontalier intégré. Je disais tantôt, en mettant en place ce cadre-là, le réseau des maires a compris que pour prendre en charge des questions liées au développement, il était extrêmement important de bâtir des stratégies, des orientations basées sur l'intégration. Parce qu'étant seuls, les moyens limités, nous ne pouvons pas prendre en charge ces questions-là. C'est la raison pour laquelle nous avons dit au réseau toute notre disponibilité et notre engagement à les accompagner dans le cadre d'une convention qui existe entre l'ADEL et le réseau des maires. Quand nous regardons ici, nous voyons le fleuve qui quelque part nous parle. Parce que de part et d'autre des deux rives, nous avons des communautés qui y vivent, mais ce sont des communautés qui ont ensemble un même destin, une même histoire. Et j'ai dit ça au réseau. En mettant en place ce dispositif, ils ont compris que la question de l'émergence ne saurait ignorer l'histoire, ne saurait ignorer la sociologie, ne saurait ignorer la culture, mais aussi également ne saurait ignorer l'environnement. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, place à celle internationale. Après la COP27, Emmanuel Macron essaye de reprendre l'initiative. Au Japon, démission d'un troisième membre du gouvernement, Fumio Kishida. Et puis enfin, en Syrie, la Turquie cible les forces démocratiques syriennes et le PKK. Je suis le point. Le 20 novembre, Emmanuel Macron a annoncé dans un tweet la tenue d'un sommet à Paris avant la prochaine COP prévue à Dubaï fin 2023, en permettant de travailler avec les partenaires européens à un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. Quelques heures plus tôt, en marge du sommet de la francophonie à Djerba, au moment où la création d'un fonds perse et préjudice avait été actée, Emmanuel Macron avait estimé que l'idée d'un fonds seul était insuffisante et qu'il fallait trouver une meilleure réponse technique pour aider les pays les plus vulnérables à faire face au changement climatique. C'est donc dans ce sens que s'inscrit cette initiative. Au Japon, le ministre des Affaires étrangères démissionne dans la suite d'un scandale financier. C'est le troisième membre du gouvernement à quitter ses fonctions en moins d'un mois, fragilisant un peu la position du Premier ministre Fumio Kishida. 3 départs du gouvernement de la troisième économie du monde en moins d'un mois. Face à cette cascade de démissions, les médias japonais se demandent combien de temps encore le Premier ministre Fumio Kishida au pouvoir depuis 2021 pourra s'y maintenir. Il est ensuite libre dans les sondages. Sa cote de popularité atteint à peine les 30%. En dessous de ce seuil, ses jours politiques sont comptés. Le ministre de l'Intérieur, Minoru Terada, a reconnu qu'un de ses groupes de soutien avait soumis un rapport de financement politique signé d'une personne décédée. D'autres accusations portent sur des paiements illégaux durant sa campagne de réélection à la Chambre basse du Parlement.
Et puis en Syrie, le 20 novembre, la Turquie a mené des dizaines de frappes aériennes dans le nord de l'Irak et la Syrie. Une opération baptisée Griffe épée qui visait des régions sous contrôle des forces kurdes syriennes et du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK. Les forces démocratiques syriennes FDS et le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK sont accusés par Ankara d'être responsables de l'attentat qui a fait 6 morts et plus de 80 blessés à Istanbul. Les deux groupes nient toute implication. À la page sportive, Coupe du Monde 2022, le latéral sénégalais d'Anderlecht Moussa Ndiaye est bien arrivé au Qatar. Et puis Sénégal-Pays-Bas, ça y est que le rêve commence dès cet après-midi. Maguette Ndiaye, l'arbitre sénégalais, désigné 4e arbitre du match Argentine-Arabie Saoudite. Nous suivons le point avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive appelée en renfort par Aliou Cissé comme 26e lion à remplacer à Sadio Mané. Moussa Ndiaye a atterri à Doha tard dans la nuit de dimanche à lundi. Le joueur d'Anderlecht a foulé le sol qatari cette nuit du dimanche à lundi. Convoqué par Aliou Cissé pour pallier au forfait de dernière minute de Sadio Mané opéré au péroné suite à sa blessure contractée le 8 novembre. Moussa Ndiaye a rejoint ses coéquipiers ce dimanche soir à la veille de match Sénégal-Pays-Bas. Et puis, on y est après la journée d'ouverture de la 22e édition de la Coupe du Monde. Le Sénégal entre en lice ce lundi pour le deuxième match de la première journée du groupe A. Face aux Pays-Bas, les Lions ont le grand défi de battre leur adversaire et ainsi rejoindre l'Équateur en tête de leur groupe. Arrivé dans ce mondial pour la première fois dans la peau d'un champion d'Afrique, le Sénégal nourrit beaucoup d'ambition pour sa 3e participation à une Coupe du Monde. Pour lancer leur campagne, les hommes d'Aliou Cissé doivent passer leur premier test qui est la Hollande. Un adversaire que les bookmakers présentent comme le favori de ce groupe A qu'il partage avec le Qatar, l'Équateur et le Sénégal. Mais Aliou Cissé est clair, son équipe a des arguments à faire valoir. Enfin, pour terminer, un autre représentant sénégalais dans ce mondial fera son entrée en lice dans sa matière. Il s'agit de l'arbitre international Maguette Ndiaye, retenu pour cette compétition, tout comme Djibril Kamara et El Hadji Malick Samba. L'homme de 36 ans sera le 4e arbitre du match opposant l'Argentine à l'Arabie Saoudite 10h GMT. L'arbitre principal de cette rencontre sera le Slovène Slavko Veničić, assisté par ses compatriotes Tomáš Klanknik et Andras Kovačić. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour toutes ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui m'a fait cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa. Les meilleurs.